Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La situation au centre du Mali devient de plus en plus compliquée. En plus de la recrudescence des attaques, l'armée est accusée d'exactions. À cela s'ajoute ces derniers jours l'affaire du maire de Koporona, suspendu par les autorités du Mali pour avoir demandé au Peul de quitter la localité. Le maire dit avoir été contraint de rédiger la lettre. Les autorités maliennes, elles, annoncent avoir engagé une poursuite judiciaire. Qu'est-ce qui explique toute cette situation au centre du pays? Comment éviter une nouvelle escalade? Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, chercheur au Centre Séné, Serge Daniel, journaliste, écrivain et spécialiste des questions sécuritaires, et Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à l'ISS de Dakar. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la situation au centre du pays. Professeur Abdoulaye Niang, comment expliquez-vous toute cette situation que le Mali vit au centre de son pays? Je crois que la réponse est très simple. Quand vous ne connaissez pas la cause profonde d'une crise, quand vous ne connaissez pas les relations sous-jacentes, vous ne pouvez pas donner une solution de sortie durable de la crise. On va d'une crise à l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc nous n'avons pas pris le temps d'analyser en profondeur la cause de la crise dans le centre aussi bien que dans le nord. Je veux dire la crise sociale globale et sécuritaire et le Mali. Et des déclarations des hommes politiques sans avoir des conseillers dignes de ce nom ne font qu'aggraver la situation. Sinon, théoriquement, il ne devait plus y avoir de problème quand le premier des ministres déclare qu'il y aura 10 000 hommes armés dans la zone pour ne plus avoir d'instabilité ou d'insécurité dans la zone. Et c'est en ce moment qu'il y a beaucoup plus d'attaques et que même des élus se permettent de stigmatiser une partie de la population pour demander à une partie de la population de sortir de leur terroir traditionnel. Comme le représentant de Dina Dogon l'a dit, ce sont des gens qui cohabitaient ensemble. Les éleveurs aussi bien que les agriculteurs, parce qu'on ne peut pas parler de dozo, ça c'est du faux problème. Il y a énormément d'éleveurs qui sont des dozo, des peuls qui sont des dozo. Donc ce n'est pas les Bambara seulement qui sont des dozo, mais aussi c'est les peuls aussi. Les peuls sont en majorité peut-être même, la majorité des dozo dans cette zone-là sont des peuls. Mieux, si on dit que les peuls ont attaqué les Bamanans ou les Bamanans ont attaqué les peuls, je le dis en tant que peul encore, je le répète sur ce plateau, nous avons des belles espèces humaines que nous créons et ils sont généralement mariés par les Bambara parce qu'elles sont belles, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire simplement qu'un enfant d'un Bamanan né d'une mère peul, n'est-ce pas, se trouve face à face avec le fils de la femme peul qui est son frère. Ce n'est pas normal. C'est parce que quelque part, il y a une manipulation de la diaspora, en particulier de ces zones-là à Bamako, et qui ont investi et dans le bétail, mais aussi qui ont accaparé des terres, et ce qui fait que finalement, il y a une insécurité économique qui ne dit pas son nom, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrivera au niveau des solutions, on va vous dire quelles solutions. Tant qu'on ne s'assoit pas pour partager, mutualiser nos connaissances sur la cause profonde de la crise et les relations sous-jacentes, on ne se sortira pas de la crise. On va aller d'une crise à l'autre. Baba Dakono, avez-vous une autre lecture de cette situation au centre du pays? Pas une autre lecture, mais une lecture plus nuancée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le centre du pays. Parce qu'au-delà de l'apparence d'un conflit existant aujourd'hui dans le centre du pays, c'est une confluence de phénomènes sécuritaires qui a connu une mutation et qui connaît aujourd'hui une transformation avec des dynamiques sous-jacentes plus complexes que ce qui peut paraître. D'abord, on est dans des localités où il y a des rapports historiques conflictuels entre certaines communautés. Conflictuels si, par le passé, ces conflits étaient résolus après des coups de bâton devant le chef de village. Aujourd'hui, ces conflits ont gagné en violence, avec la présence d'armes dans ces localités. Donc ces conflits qui se faisaient avec le bâton se font aujourd'hui
avec les Kalachnikov. En plus de cette dynamique, il y a, je crois que ça a été touché par Nyang, il y a l'exploitation et le détournement des griefs des communautés aujourd'hui. Donc on a une confluence de phénomènes sécuritaires qui aujourd'hui rendent ce conflit plus complexe. Serge Daniel. Alors moi, ce qui est important et que je voulais commencer par dire, c'est qu'au centre, il n'y a pas de conflit agriculteur-éleveur. Ce n'est pas du tout la question. Parce que là, ce sont les causes lointaines, il y a les causes lointaines et les causes immédiates. Ce qui me paraît fondamental de dire également, c'est qu'en fait, la crise du Nord s'est déplacée vers le centre parce que vous avez eu à un moment au centre tous les groupes du Nord qui sont venus d'abord s'approvisionner, permettez l'expression, au centre. Donc ils ont amené des armes au centre. Je me souviens, en 2013, un peu avant l'intervention française, Yadar Ali allait former des troupes dans la région de Tombouctou. Et parmi ces troupes, il y avait des citoyens originaires du centre. Et lui, il avait sa stratégie qui était claire. Il dit, écoutez, moi, je suis Touareg, vous avez vu, j'ai donné une partie du Nord aux Arabes, j'ai donné une partie du Nord au Songhai. Vous, maintenant, je vais vous donner votre territoire, qui est le centre, parce qu'il n'est pas question que vous vous fassiez gouverner par les gens du Sud. Donc, stratégiquement, il a récupéré au centre des citoyens, des hommes originaires de ce pays. Quand je dis des hommes originaires de ce pays, ce n'est pas seulement des Peuls qu'il a pris, il a pris un peu de tout pour dire nous allons attaquer. Et justement, ceux qui venaient attaquer avant l'intervention française étaient de cette zone-là. Évidemment, il y a eu des armes qui se sont volatilisées dans la nature. Je pense que le fait qu'il y ait eu la circulation des armes de guerre a rendu plus difficile la situation, mais ce n'est pas tout. Il y a de l'autre côté, et ça je l'ai remarqué, au centre, vous avez des populations qui se sont anti-brimées, disons les choses clairement. Vous avez des gens qui ont eu dont le troupeau a été saisi, par exemple. Vous avez dans cette partie du Mali des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, c'est-à-dire que ça a aggravé la situation à un moment. Saisis et arrêtés par qui? Par les forces de l'ordre, pas par les forces de l'ordre. Ensuite, de l'autre côté, et on va en revenir là-dessus tout à l'heure parce que M. Nyang en parlait probablement, c'est que vous avez des citoyens qui avaient le droit d'avoir des armes et d'autres qui n'avaient pas d'armes. Vous avez ceux qui ont eu l'armement de la rébellion, des islamistes, des djihadistes, des brigands, et d'autres qui ont eu un permis de port d'armes officiellement délivré pour leur permettre de se défendre, entre guillemets, mais qui se sont transformés par la suite en milices. Donc ça a créé le problème, ça a aggravé la situation. Donc voilà un peu ce que je pense du centre. Vous avez des problèmes qui sont lointains, mais vous avez le nord qui s'est métastasé vers le centre. Vous avez une mauvaise gestion des hommes par l'administration, parce que l'administration oublie souvent que si elle est sur place et qu'il y a des administrés, et puis ensuite vous avez des gens qui avaient le droit de porter des armes officiellement par un permis de port d'armes, alors que d'autres n'avaient pas cette possibilité. Et ceux qui avaient cette possibilité de permis de port d'armes se sont transformés en milices sur le terrain. Donc ça a aggravé, de mon point de vue, la situation. Donc vous pensez que Yadar Ali est à la base de tout ça? Pas lui seulement. Je dis une partie, lui, puisqu'il est venu recruter au centre pour attaquer le centre, mais nous avons, en tant qu'administration, également une partie de responsabilité. En tant que dirigeants, nous avons une partie de responsabilité, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des citoyens qui se sont sentis brimés. Moi, je connais des gens, par exemple, qui n'ont rien à voir avec les djihadistes, qui sont venus ici, mais qu'on a accusé des djihadistes qui ne sont pas des djihadistes. Mais de l'autre côté, il y a une part de responsabilité, j'en aurais terminé, sur les djihadistes, parce que récemment, quand je me suis rendu compte, je me suis rendu dans le centre du pays, j'ai constaté qu'il y a quand même la technique de recrutement des djihadistes. Qu'est-ce qu'ils font, les djihadistes? Ils vous appellent, ils vous disent venez dans notre groupe islamique. Vous ne voulez pas, ils vont tuer quelqu'un de votre famille. Alors ils vont tuer une deuxième personne de votre famille, et c'est le responsable de la communauté Dogon qui l'explique très bien. Donc vous êtes obligé parfois d'adhérer de force à ces groupes islamiques. Et quand vous adhérez, ce n'est pas terminé, parce que les groupes vous disent bon, si vraiment vous avez adhéré à notre groupe, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller tuer telle personne. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tous ces facteurs-là. Ce n'est pas seulement Yadar Ali qui est responsable de ce qui se passe au centre. Professeur Nyang, est-ce que les autorités maliennes ont cette même compréhension, cette même lecture de la situation, selon vous? Non, je regrette de le dire. En réalité, le régime de Ibeka se caractérise par une chose très simple. Ils ont une haine viscérale pour tous ceux qui ont de la connaissance. C'est-à-dire? Que ça soit traditionnel, que ça soit la science sociale, comme nous autres chercheurs. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans le trou dans lequel on se trouve. Pourquoi? Je vais vous illustrer, si vous permettez. Il y a eu
il y a 2 semaines, Kenyeba qui a bougé, venu à Koulouba pour dire que nous sommes pour vous, vous avez tout donné pour nous et on est là pour un deuxième mandat pour vous. La population dit non, Amamoroti, on n'a envoyé personne, nous n'avons ni eau, ni électricité, ni emploi. Et que Kenyeba est une puissance. C'est une puissance aurifère, c'est une puissance économique en réalité. Donc, moins d'une semaine, mercredi, on envoie 150 ou selon d'autres 500 gendarmes armés pour aller les déloger à Fadou, là où Ibeka venait de prendre le dernier lingot d'or à Kenyeba il y a quelques mois. C'est pas compliqué, hein? Il n'y a pas eu d'autres interventions entre la population Peul, Malinké, qui domine là-bas, et les Dozo. Ils se sont tous réunis sur la place Bantan-Ketan et ils ont envoyé une vingtaine d'entre eux, mais 6 sur le terrain. Ils ont rencontré le gendarme et le commandant qui était là. Quand il a regardé l'environnement, la forêt et tout, il a dit, vous êtes armés, nous sommes armés, nous sommes tous des enfants du même pays. Si nous, on devait se battre contre vous ici, c'est parce que c'est là le terrain de combat, nous ne savons pas comment nous pouvons passer à travers cette forêt. Et ils allaient les tuer tous, comme c'était le cas à Kadjolo en 2012. Donc finalement, c'est le commandant qui a eu ce réflexe-là de ne pas répondre à l'appel d'un certain Mohamed Diarra, qui est ami à Karim Keita, qui les a envoyés pour aller les punir de ce qu'ils ont fait. Donc si nous n'avons pas des gens intelligents, si ce gendarme n'était pas aussi intelligent que ça, on allait tuer les gendarmes, et qu'est-ce qui va se passer? On ouvre le front. Alors que les djihadistes vont venir à Kenyeba. Mais ils attendaient la co-entreprise nationale et la compagnie nationale des mines de France, qui a été créée en 2014, pour qu'elle vienne dans l'or de Kenyeba pour attaquer les mines. Donc on allait ouvrir le front du Sud, banalement à cause d'état d'âme, à cause du manque d'appréciation de la situation. Le gendarme, s'il n'était pas arrivé là-bas, il ne pouvait pas savoir qu'il n'y a pas match pour combattre les Dozo là-bas. Les Dozo sont venus armés jusqu'aux dents. Ils les ont montré, les armes que vous avez, nous les avons, et nous avons d'autres armes que ça. Et nous connaissons le terrain. Vous n'allez pas retourner vivant de Kenyeba. Donc finalement, ils ont trouvé une solution. On a téléphoné au ministre de la Défense, Tiena, on s'est parlé pendant longtemps, le préfet, et on a trouvé la solution. Donc la diaspora à Bamako ici n'était pas dans l'optique de dire de faire la guerre contre les gens du Sud. Parce que quand on dit les gens du Sud, en fait, on parle du gouvernement. Vous êtes en train de dire que la diaspora au Sud a demandé de faire la guerre? Non, la diaspora de Kenyeba à Bamako a dit de ne pas faire la guerre. D'accord. Et on a intervenu auprès du ministre de la Défense, je peux le dire publiquement, j'ai appelé Tiana Koulibaly, j'ai dit il faut arrêter. Le préfet, qui est jeune, n'accepte pas que la guerre commence dans ta zone. Ils ont tous contribué. Donc si on se parle, si c'est basé sur des études solides, des études stratégiques, et que la communication est stratégique, on peut résoudre ces problèmes-là. Par contre, nous, tous les gens que nous avons rencontrés du centre, qui sont des anciens ministres ou bien des anciens députés et tout, ou des députés actuels, quand on les a réunis plusieurs fois, ils étaient dans le faux. Ils étaient dans le faux. Ils acceptaient, ils ont même accepté qu'on négocie et qu'on a écrit un papier ensemble pour pouvoir faire une déclaration. Et les Bamanans, on a fait venir les Bamanans aussi, Dozo et tout, mais à la dernière minute, les Peuls, la diaspora de cette zone-là, de Djoura en particulier, ici, n'ont pas voulu. D'accord. Serge, partagez-vous l'avis de M. Niang? Il faut relativiser les choses. J'ai parlé tout à l'heure de gouvernance, indirectement sans utiliser l'expression. Il est évident que la gouvernance du Mali a une responsabilité dans ce qui se passe, que ce soit à Kenyeba, que ce soit dans le nord, que ce soit le centre. Mais là, on est en train de parler du centre. Si vous voyez dans les localités aujourd'hui du centre, depuis 3 ans, vous n'avez pas eu d'administration. Vous n'avez pas eu d'administration, vous n'avez pas eu d'école, vous n'avez pas de centre de santé. Donc les populations sont quand même abandonnées à elles-mêmes, si vous voulez. Et donc ça crée quand même des difficultés localement. Oui, la gouvernance actuelle a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Pas tant la gouvernance des 10 dernières années, je dirais, au centre a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas pour expliquer ce qui se passe actuellement. On a quand même des groupes terroristes qui sont sur place. Je ne dis pas que tous les groupes sont terroristes, mais vous avez des groupes qui ont un vernis idéologique qui est la religion
et qui, sous ce vernis idéologique, sont en train de tuer, de recruter. Je vous ai parlé tout à l'heure du mode de recrutement. C'est le président de la communauté Dogon qui m'expliquait voilà comment ça se passait. Mais l'autre chose, et on n'a pas insisté là-dessus, je voulais insister là-dessus quand même, il y a les amalgames. Ce qu'on appelle les amalgames, j'aime pas tellement l'expression. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes un berger que par définition, vous êtes un terroriste. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que j'ai vu par exemple l'ancien ministre des Mines, qui est député, M. Cissé aujourd'hui, qui disait récemment, par exemple, on a interdit la circulation des motos dans des localités du centre, mais banco. Mais pourquoi aller dans les domiciles privés pour brûler les moules des motos, les motos qui ne circulent pas, si vous voulez. Donc ça crée quand même un problème. J'étais à Bandiagara il n'y a pas longtemps. Vous savez que le marché de Bandiagara, c'est lundi et vendredi. Ce qui se passe, c'est que les gens ne peuvent plus venir au marché parce qu'ils n'ont plus de moto. Est-ce que vous voyez ? Ou bien quand ils arrivent au marché à moto, à 11h30, ils sont obligés de partir parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, d'être interpellés. Oui, il faut interdire probablement la circulation des motos, mais il faut réglementer ça. C'est-à-dire qu'autant il y a des permis de port d'armes, il faut peut-être imaginer un système où nous aurons un permis de circuler, si vous voulez, de telle heure à telle heure. Sinon, les populations ne pourront pas s'en sortir. Ça va être vraiment difficile pour elles. Mais au-delà de tout ça, elles ont quand même la joie de vivre, les populations. Malgré tout ce qu'elles subissent, ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à pleurer. Ça peut être mieux s'il y avait une bonne gouvernance, s'il y avait une belle stratégie, une bonne stratégie sécuritaire, et surtout du développement, parce que vous ne pouvez pas tout régler par le tout sécuritaire, ne règle absolument rien. D'accord. Dakono, M. Nyang pense que la diaspora peut également jouer un rôle négatif dans ce processus. Qu'en pensez-vous ? Que ce soit la diaspora ou que ce soit n'importe quel acteur aujourd'hui qui peut être perçu comme un entrepreneur du conflit, cet acteur pourrait jouer un rôle positif ou négatif dans le cadre du conflit. Mais je voudrais quand même revenir un peu dans le propos pour contextualiser le phénomène sécuritaire dans le centre aujourd'hui, et en rappelant que justement il y a quelques mois, quelques années, quand on présentait l'insécurité qui s'élargissait en dehors du Mali comme en fait une contagion de ce qui se passe au Mali, au Niger ou au Burkina. Au fil du temps, on s'est rendu compte que finalement, non, il ne s'agit pas d'un glissement du phénomène insécuritaire du Mali vers ces localités, mais en fait ces phénomènes insécuritaires qui sont trois, principalement, il y en a beaucoup d'autres, mais principalement aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes sécuritaires, c'est d'abord la question de l'extrémisme violent qui se manifeste à travers le terrorisme, ensuite les conflits inter- et intracommunautaires, et enfin cette question de criminalité organisée transnationale. À l'exception du dernier, si on prend chacun de ces phénomènes, on se rend compte qu'ils prospèrent en fait sur des dynamiques locales. Par exemple, la question de l'extrémisme violent en lien avec les conflits locaux prospère dans le centre du Mali, si je prends le cas de Douenza, à partir de l'exploitation non seulement des griefs des populations contre certains chefs traditionnels d'abord, il ne faut pas l'occulter, et puis contre l'État, mais en plus de cette volonté soit de maintien de l'ordre social qui avait été changé à partir de 2012 ou de renversement de cet ordre social-là. Donc c'est une dynamique locale profonde, ancrée dans la communauté, qu'il ne faut pas occulter pour comprendre comment ce phénomène sécuritaire qu'est l'extrémisme violent prospère en profitant des tensions locales qui sont de plus en plus violentes dans ces localités. Je crois que la question de la gouvernance a été dite. Quelle est la place par rapport à l'exacerbation de ces conflits? C'est justement la problématique de la présence ou de l'absence de l'État. Parce que l'on se place du point de vue des communautés ou de l'État et de ses partenaires, la perception elle est différente. Autant dans certaines localités, l'absence de l'État est déplorée par certaines communautés, autant dans d'autres communautés, c'est plutôt la présence de l'État qui était problématique pour elles. Donc cela rappelle que finalement, il ne s'agit pas de plus d'État dans ces localités, mais il s'agit de l'utilité de l'État pour ces communautés. Changer la perception pour que finalement, au lieu d'être tout le temps perçu comme un acteur qui exacerbe les questions de justice et d'injustice pour ces communautés, ou un acteur dont les seuls représentants visibles aujourd'hui sont les services de sécurité, que ce soit finalement un acteur qui soigne les gens, un acteur qui donne une justice acceptée par les communautés, un acteur qui donne un accès à l'éducation au niveau des communautés. Donc en termes de gouvernance, au-delà de tous les clichés, il est important aujourd'hui de penser la présence de l'État ou tirer les leçons de son absence à travers le prisme de finalement quelle utilité pour
de l'État pour ces communautés. Et je vais finir avec, sur les questions de gouvernance, par cette vision monolithique en fait qu'on a du service que l'État peut rendre. Que l'on prend aujourd'hui un exemple au-delà du Mali, la région du Lutako-Gourma, on est dans des localités périphériques où des communautés ont des modes de vie très très différents, souvent en parfait décalage. On a des sédentaires, on a des nomades. Et quand on voit les politiques publiques, pour la plupart, elles sont pensées à partir du mode de vie sédentaire, qui ne sont pas les seules communautés vivant dans ces localités. Donc, sont quelques problématiques qui sont à prendre en compte quand on parle de gouvernance et qui illustrent toute la difficulté aujourd'hui d'adapter les offres de services aux besoins réels des communautés. D'accord. Serge, concernant l'affaire du maire de Koporona, selon le maire Étienne Poudjougou, la rencontre, ce sont les chasseurs de la localité qui lui ont instruit de rédiger une lettre demandant au peuple de quitter la localité dans 48 heures, même si il a été suspendu par les autorités maliennes. Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment ça veut dire d'abord qu'il y a une crise d'autorité. Si le maire dit cela, ça veut dire qu'il y a une crise d'autorité. La deuxième chose, c'est que ce qu'il dit n'est pas juste. Et moi, je me permets de douter de ce qu'il dit. Lorsque vous recevez un ordre, voilà, il faut leur demander de partir. Mais ce n'est pas à vous de leur demander de partir. Ce que vous faites, c'est que discrètement, vous prévenez votre hiérarchie pour dire à votre hiérarchie, attention, il va y avoir une tension. Mais plus grave, vous avez vu l'arrêté, vous avez pris la décision officielle qu'il a prise. Il a pris la décision officielle. Si vous voyez l'écriture, c'est écrit sur une feuille de cahier, alors que généralement un cahier c'est l'éducation. Donc l'éducation, on enseigne, on éduque les enfants avec un cahier, mais on ne fait pas la guerre avec un cahier. Vous voyez l'écriture, la forme, son écriture ou l'écriture en tout cas qui était sur la feuille, c'était une très belle écriture. Donc ce n'est pas quelqu'un qui agit sous la pression. En plus, non seulement il met un tampon, mais ensuite, il met son propre tampon puisqu'on voit son nom, son propre nom. Je ne crois pas. Je crois que c'est une manière de vouloir fuir ses responsabilités. C'est grave. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est grave parce qu'en plus, si des chasseurs lui ont demandé d'écrire cela, on est obligé de faire arrêter également les chasseurs de la même manière que lui, il est suspendu. On doit interpeller les chasseurs pour association de malfaiteurs, appel à la haine. C'est quelque chose de très grave. La décision du gouvernement a été bonne, je trouve, a été rapide également, pour une fois. C'est à noter. Mais de l'autre côté, il y a la primature, vous savez, qui a pris la décision, enfin, le Premier ministre qui a demandé à ce qu'on désarme non seulement tous ceux qui sont armés avec des permis de port d'armes, mais que désormais, que soit suspendu la distribution des permis de port d'armes. En fait, il y a un véritable problème également au centre dont on n'a jamais parlé, c'est-à-dire la distribution des permis de port d'armes. On a distribué à tour de bras des permis de port d'armes à des gens qui visiblement étaient peut-être des supplétifs de l'armée ou des supplétifs de l'administration. Ce qui fait que si vous n'étiez pas dans le game, vous ne pouviez pas avoir de permis de port d'armes. Vous avez des autorités officielles qui se sont rendues dans ces régions et c'était quand même effarant de voir que devant des autorités officielles, vous avez des civils localement qui étaient armés alors que d'autres civils n'étaient pas armés. Il n'y a pas de civils à être armés. Et puis pour avoir, je terminerai, pour avoir un permis de port d'armes, il faut remplir certaines conditions. Des permis de port d'armes ont été distribués à tour de bras et personne n'a voulu en parler depuis des années en disant mais voilà un peu le pourquoi à côté des armes qui circulent illégalement, à côté des djihadistes qui inondent les zones de mines, d'armes de guerre, nous avons aussi un problème, c'est que nous distribuons des permis de port d'armes à tour de bras, ce qui fait que des populations se réveillent le lendemain en disant que nous allons liquider d'autres populations. Donc voilà, c'est très important ce qui s'est passé avec ce maire. Il est suspendu, j'ai vérifié, il est suspendu, mais les poursuites judiciaires à ce jour ne sont pas encore officiellement engagées parce qu'il aurait dû être présenté déjà devant un juge, soit à Mopti, même rappelé à Bamako, et s'il le faut, et l'inculper, le mettre en examen parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. M. Niang, partagez-vous l'avis de Serge concernant cette affaire de Koporona? Absolument. Je ne peux pas croire qu'en réalité, qu'il était sous pression des chasseurs. Parce que, comme j'ai dit, il y a des statistiques qui ne sont pas confirmées, qui disent que peut-être 60%, 65%, 80% des chasseurs sont des Peuls. Alors donc, les Peuls qui sont chasseurs, ils vont être chassés, ils vont rester ou bien ils vont être chassés parce qu'ils sont Peuls. Parce que les chasseurs, ils sont dans une confrérie. Et il y a des secrets entre eux. Nous avons un chasseur qui est le coordinateur de Djogouni Maya, n'est-ce pas? Et on a un contrat entre nous.
n'est-ce pas, pas de traîtrise. Donc comment voulez-vous, on ne peut pas comprendre que ce soit les chasseurs peuls qui demandent que leurs cousins qui ne sont pas chasseurs soient chassés de leur terroir. Ce n'est pas possible. Alors, si ce n'est pas la pression, qu'est-ce qui pourrait pousser le maire à agir de cette façon, selon vous? Il se peut que ce soit un peu de zèle. Quand vous prenez des gens qui ne passent pas par le test d'intégrité, eh bien, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Sinon, manifestement, c'est incompréhensible que ce soit les dozos qui l'ont mis sous la pression. Il ne fallait pas qu'il utilisent ça. Il peut dire simplement que j'ai été mis sous pression et ça peut aller. Sinon, comme Serge l'a dit, si les dozos sont responsables de ça, ils doivent tous être poursuivis parce qu'ils sont complices, sinon ils sont tous coupables de la même manière. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, le communiqué du Premier ministre ne permet pas de dire qu'ils sont. Maintenant, le désarmement est un faux problème. Dire qu'il ne faut pas de permis. Mais vous croyez que moi qui peux tuer, j'ai besoin de montrer que j'ai un permis pour tuer? J'ai un permis pour tuer un gibier. Mais je n'ai pas un permis pour tuer un homme. Donc, ça m'est égal de chercher un permis. Si je peux trouver le fusil au marché noir, je l'achète. Je cherche le permis pour aller pour aller acheter mon fusil. Mais si je peux avoir mon fusil pour faire autre chose que ce que ça doit être fait traditionnellement avec, eh bien, mon cher ami, je ne m'emmerde pas avec un enregistrement dans les papiers officiels que je porte une arme. Je vais prendre mon arme dans la forêt ou sous le sable. Je viens, je fais mon travail et je vais après aller le déposer là-bas. Donc personne ne saura que j'ai une arme. Donc le gouvernement prend des décisions, des fois qui ne sont pas des décisions basées sur l'analyse. Et en réalité, aujourd'hui, la défense militaire tout court ne peut pas résoudre un problème. Il faut aller vers un système de défense stratégique de la nation. C'est la défense civile et stratégique de la nation, c'est la défense économique et stratégique de la nation et la défense militaire qui vient accessoirement. Mais malheureusement, on ne met pas d'accent sur la défense économique, on ne met pas d'accent sur la défense civile, alors que c'est ce qui pouvait ramener ces deux communautés, n'est-ce pas, qui se partagent le même terroir, qui se partagent les mêmes terres, et qui est source d'insécurité économique, vue par l'un par l'autre, causer perception que c'est lui qui m'a causé ça, et l'autre dit aussi c'est lui qui m'a causé ça, et l'insécurité économique étant la cause de deux guerres mondiales, effectivement, la guerre civile peut être expliquée scientifiquement de cette manière-là. Donc, trouver des solutions, trouver des modèles qui puissent permettre à ces gens-là de vivre sur le même terroir, même peut-être réduit, parce qu'on fait une convergence technologique pour pouvoir augmenter la capacité de porter, par exemple, 4 hectares, 12 personnes, au lieu d'avoir 48 hectares. Nous avons ces technologies-là, nous les avons développées au Mali ici. Donc, il faut trouver autre chose que désarmement, port d'armes, moto, comme Serge l'a dit, de ne pas prendre les motos. Mais si tu enlèves la moto à ces gens-là, mais tu les as mis en insécurité économique. Ils vont avoir une haine vis-à-vis de l'autorité qui a dit ça. Et puis l'autorité qui dit ça, il n'est pas là-bas. Serge l'a dit aussi. Et puis mon frère là, ils ne sont pas là-bas. D'accord. Dakono, si ce n'est pas la pression, qu'est-ce qui pourrait pousser le maire de Koporona à agir de cette façon? Quel que soit ce qui a poussé le maire à prendre cette décision, la décision elle a été prise et elle a été prise dans un contexte. Je vais y revenir tout à l'heure, mais avant, je voulais prendre la dernière partie de l'analyse du professeur Niang sur le fait que finalement, est-ce que les réponses de l'État sont adaptées au type de problèmes auxquels ils sont aujourd'hui confrontés dans le centre du Mali? Assurément pas. Si, pour des effets de court terme, des mesures sécuritaires envisagées peuvent avoir un certain effet, il ne faut pas oublier que ces phénomènes aujourd'hui, que ce soit les affrontements, que ce soit la question de la présence massive d'armes et l'utilisation de ces armes par les communautés, est soutenue par des causes qui vont au-delà du simple fait de la violence armée aujourd'hui. Il faudrait aujourd'hui que l'État soit capable d'assurer le besoin de protection des communautés aujourd'hui en premier, qui soutient en fait que ce soit les recrutements au sein des groupes, que ce soit les conflits, le besoin de protection de l'individu lui-même, de sa communauté, mais également de son activité économique est au cœur de beaucoup de phénomènes d'insécurité dans la localité aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on puisse avoir des réponses adaptées à ces besoins de protection aujourd'hui pour pouvoir amener
les communautés dans un contexte plus pacifié qu'il n'est aujourd'hui. Donc ce sont des mesures qui à court terme peuvent avoir un effet, mais qui au-delà ont un effet contre-productif dans la lutte plus générale contre l'insécurité dans ces localités. Maintenant, par rapport à la décision du maire, comme je le disais, quelle que soit la motivation, à mon sens, c'est une décision qui porte une atteinte d'abord à l'image de la fonction qu'il exerce à travers son élection, mais également rappelle toute la nécessité d'avoir ce débat-là sur aujourd'hui le rapport entre les organes élus et les organes de contrôle. Les organes élus qui sont à la tête des collectivités, mais également ceux qui sont chargés du contrôle. Parce que dans le cadre du processus de paix, on est dans une dynamique aujourd'hui d'accorder un plus grand rôle à ces organes élus-là. Et on a même enlevé le contrôle a priori pour le mettre dans un contrôle simplement a posteriori et qui se fait d'une façon indirecte, où le gouverneur peut saisir le juge pour constater une violation de la loi par le président de la région. Donc ce sont des dispositions novatrices, mais des phénomènes comme celui du maire d'aujourd'hui nous poussent à la réflexion sur finalement quel impact donner à notre processus de décentralisation qui est certes juste et appréciable aujourd'hui, que les communautés puissent, les collectivités puissent avoir à leur tête des personnes élues qui puissent diriger librement la communauté. Mais de telles décisions qui émanent d'un organe élu rappellent la nécessité de bien encadrer ce phénomène et de pouvoir s'assurer que ça ne va pas porter une atteinte d'abord à l'autorité de l'État, mais au vivre ensemble qui est aujourd'hui recherché par tous les Maliens. Et toujours dans le centre du pays, il y a l'association Tabital Toulakou qui accuse l'armée malienne d'exaction, entre guillemets, puisque c'est l'association qui dit. Comment cela peut-il s'expliquer dans le centre du pays, que l'armée malienne tue des innocents? Vous avez, que ce soit dans le centre du Mali ou ailleurs dans le Mali, les forces de défense et de sécurité aujourd'hui, qui sont les plus visibles dans ces localités où l'État est absent, ont toujours été accusées par une certaine communauté, d'abord de répression, de rackettage, d'exaction. Donc, le rapport entre les communautés et les services de défense et de sécurité ont été, pendant plusieurs années, des rapports très difficiles. Il faut dire que le contexte actuel dans lequel l'armée se trouve aujourd'hui n'arrange pas le changement de cette perception des communautés sur ces forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui sont communément appréciées. On ne fait plus la distinction entre services de sécurité et services de défense. C'est les mêmes forces aujourd'hui qui sont, je le rappelle et c'est important, les seuls symboles visibles de l'État dans certaines parties du pays. Maintenant, je pense qu'il est important parce que pour éviter aujourd'hui de braquer l'État malien par rapport à ces questions d'exaction, il est important de prendre entre le déploiement de ces services de sécurité et les violations constatées, il y a tout un processus, il y a des étapes qui sont faites, il y a des problèmes qu'il faudrait, il y a des défis qu'il faudrait identifier pour pouvoir les contenir. Je pense que sans vouloir dédouaner qui que ce soit et donner raison à certaines pratiques, il est important pour ne pas qu'on soit dans des cycles répétitifs où des exactions supposées sont commises, l'État malien dément et les communautés continuent de souffrir sans qu'on puisse identifier les responsables. Donc il est important de voir les défis auxquels l'armée, dans son déploiement, dans le contexte actuel qu'on connaît, fait face. Ces défis, notamment la question du turnover, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on déploie des militaires sur plus d'une année, plus de 2 ans, dans un environnement traumatisant, il est difficile après de pouvoir dire tel acte rentre dans le cadre de la protection des droits de l'homme, tel acte non, ça devient plus difficile. C'est que nous-mêmes, on a créé les conditions de ces violations. Donc ce sont ces conditions-là qu'on doit essayer d'amoindrir au maximum. Sinon, les exactions d'une armée dans le contexte de celle du Mali aujourd'hui sont très difficiles à éviter, mais on peut les contenir pour qu'il n'y ait pas les effets aussi négatifs qu'on constate aujourd'hui. En réalité, on manque d'imagination. Le problème est simple. Nous avons des forces de défense et de sécurité aujourd'hui qui ne peuvent plus faire face à la situation que nous vivons, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit au nord. Qui ne peuvent plus parce qu'il faut repenser notre sécurité. Je ne sais pas. Moi, je connais, j'ai assisté à des formations de l'armée malienne. Vous avez des gens tout à fait responsables au sein des forces de défense et de sécurité. Mais comme partout, vous avez des gens qui ne font pas honneur au corps. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus assurer la sécurité des Maliens avec notre dispositif actuel. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de défense. Je ne vais pas trop m'avancer. Mais je pense qu'il faut demander aux spécialistes de proposer quelque chose. Quel est le type de défense, de sécurité que nous devons avoir aujourd'hui
pour nos populations sur le territoire national. Ce n'est pas en recrutant, à mon avis, 10 000 hommes ou 20 000 hommes qu'on va régler la question. Si vous recrutez 10 000, 20 000 hommes, ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'avoir du matériel surfacturé. Un ancien général de l'armée a quand même dit ici, il y a quelques mois, que tous les marchés de l'armée sont surfacturés, il n'a pas été poursuivi. Vous allez avoir plus de corruption, moins de bonne gouvernance. Et en termes de stratégie, ça ne résout pas le problème. Je crois qu'il faut d'abord avoir la confiance des populations locales. J'ai été très agréablement surpris lors du dernier remaniement d'entendre parler du ministère du développement local. Mais le ministère du développement local au Mali aujourd'hui est développement local que de nom. On ne sait pas réellement ce à quoi il sert. J'ai appris qu'il est le ministre actuellement à Ségou, parce que le président doit se rendre là-bas et qu'il est en train de mobiliser 1000 et quelques chefs de village pour recevoir le président de la République. C'est bien, c'est du développement local, mais qu'on fasse ce développement local ailleurs. C'est-à-dire qu'on le fasse à Tombouctou, qu'on le fasse à Caille, qu'on le fasse dans le centre, puisqu'on est en train de parler du centre. Ça manque aux populations quand vous allez les rencontrer. À Bankas, récemment, j'ai vu par exemple des jeunes qui m'ont dit, j'étais très étonné de voir, malgré la crise, qu'à Bankas, vous savez, il y a des chevaux, des pur sang. J'ai été très surpris, agréablement surpris de voir que les pur sang étaient toujours là, les chevaux qui étaient là, avec la parade, etc. Et des jeunes m'ont dit, mais vous savez, nous, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Personne ne vient ici pour savoir ce que nous voulons. Si les gens venaient voir, entendre, écouter ce que nous voulons, peut-être que la crise était résolue. Donc il y a quand même aussi une mission d'écoute, une démarche d'écoute vis-à-vis de ces jeunes-là. Et c'est ça le développement local. Mais le ministère ne fait pas du tout de son job-là. Les armées, dans l'armée, j'aurais terminé, c'est vrai, il y a des problèmes. Le ministre de la Défense l'a récemment reconnu. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus l'armée qu'il faut aujourd'hui pour les populations que nous avons. Face à cette situation, nous devons innover. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste des questions de défense pour en parler en profondeur, mais je pense qu'il y a des experts qui peuvent résoudre cette équation. Alors Serge, les autorités maliennes ne sont-elles pas conscientes de cette situation? N'ont-elles pas les moyens ou ne veulent-elles pas seulement le faire? De toutes les manières, quand on n'a pas les moyens de votre politique, il faut faire la politique de vos moyens. Le problème, la réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes à 3 ou 4 mois des élections et que tous les esprits sont focalisés sur les élections. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, ce sera dans le cadre d'obtenir des élections plus ou moins propres. Donc ce n'est plus à court terme, de mon point de vue, un objectif des dirigeants de ce pays. Les autorités ont les moyens. Je pense qu'on a perdu du temps à un moment. On ne va pas refaire l'histoire, l'accord d'Alger, l'accord de Ouagadougou, etc. Maintenant, ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est de faire asseoir tout le monde. Je crois que M. Niang l'a dit tout à l'heure. Il faut pouvoir faire asseoir tout le monde pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce que nous faisons de notre défense? Des politiques de défense, des problèmes de développement. On parle beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes de défense, mais jamais de problèmes, pas assez, de mon point de vue, des problèmes de développement. Alors que les deux doivent, de mon point de vue, aller de pair. Alors, Niang, est-ce une question de vision, de moyens ou de volonté au niveau des autorités? Si vous n'avez pas de vision, vous pouvez avoir toutes sortes de moyens, vous n'atteindrez pas votre objectif. Il faut être dans l'environnement stratégique, des études stratégiques. Ce n'est pas pour rien qu'on les a créés. Ce n'est pas pour rien que certains d'entre nous sont spécialisés dans les études stratégiques. Mais si on a ces compétences et qu'on ne veut pas les utiliser, n'est-ce pas? On ne veut pas utiliser son institution, on ne veut pas utiliser mon centre. Qu'est-ce qu'on trouve à dire? Qu'il a créé un centre. Donc moi, en tant que président de la commission de défense, je vais créer un centre, pas son centre. Bon. Quand vous avez des petites personnes comme ça qui gèrent le pays et la défense d'une nation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais j'aimerais dire quelque chose quand même pour l'association des peuples. Il faut éliminer toutes les associations qui sont à base ethnique. Il faut l'interdire. Il faut l'interdire. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel, ça ne peut être que pour développer la haine. Sinon, c'est important que quand on est djeliton, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? De ce ton, il n'y a pas de problème. Garangue ou la ton, il n'y a pas de problème. Mais Flaoula Djekoulou, de cette manière-là, ou bien Maninga ou la Djekoulou, et dans un environnement asymétrique, c'est pour votre autodéfense. Et quand les autres savent que vous êtes en train de vous préparer pour vous défendre,
et aussi ils vont être aussi en mode de se défendre. Et donc la moindre des choses, tu allumes le feu. Donc nous ne sommes pas, à Djougoni Mayan, ne sommes pas d'accord que réellement qu'on encourage des associations comme telles. Ils font du bon travail, mais c'est un travail qui peut-être à la somme totale est net négatif. C'est ça notre point de vue. D'accord, pensez-vous également qu'il faut éviter la création d'associations ethniques comme M. Niang? C'est une question complexe. Déjà que la loi interdit la création d'une association à but communautariste. Il faut le rappeler, la loi existe déjà, c'est interdit. Maintenant, quelles sont les associations qui sont créées aujourd'hui? Ce sont des associations pour la promotion de la langue, de la culture ou d'un pan de la culture d'une ethnie ou d'une communauté en fait. Et sous cette forme, ce n'est pas interdit. Mais cela rappelle encore une fois, finalement, quelle est la portée qu'on veut donner dans notre contexte actuel aux libertés accordées dans le cadre de l'exercice des libertés individuelles. Parce que interdire même le fait de créer une association pour porter la culture de sa communauté, ça viendrait quand même à restreindre une partie de cette liberté, notamment la liberté d'association. C'est important, il faut qu'on ait ce débat-là. Donc on revient encore une fois à cet esprit de cadre d'échange inclusif sur finalement le devenir du pays et qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va accepter finalement, qu'est-ce qu'on va plus accepter dans le pays. Quelle peut être la solution aujourd'hui? Serge, vous aurez la parole tout de suite. La solution par rapport à la floraison des associations? La situation au centre elle-même. La situation au centre, il n'y a pas de solution unique aujourd'hui, il n'y a pas de panacée pour régler le problème du centre. Mais il y a quand même, les solutions doivent aller sur une échelle. Il y a les solutions à court terme et là on ne peut pas exclure les questions sécuritaires. Le tout sécuritaire ne peut pas résoudre la question, mais il faut établir un minimum de sécurité. Ça, ce sont les solutions à court terme. Maintenant, le moyen et le long terme, c'est là les questions de développement, c'est là les questions de connaissance profonde des dynamiques locales. Parce que même le développement, la sécurité elle-même, toutes les réponses qu'on envisage doivent reposer sur une compréhension et une connaissance des dynamiques locales. Et comme on l'a dit, et on l'a toujours rappelé dans le cadre des recherches menées par l'ISS, éviter le copier-coller. C'est-à-dire aujourd'hui, si on doit penser à une solution globale pour le centre et le nord ou même le sud du pays, on pourrait passer à côté de certaines choses. Les problèmes sont souvent spécifiques, même s'ils sont liés. Donc, pensez également à des solutions originales par rapport au type de besoins rencontrés dans les différentes localités. D'accord, professeur Niang, en une minute, comment éviter une nouvelle escalade, surtout dans le centre du pays aujourd'hui? Nous proposons un modèle d'agriculture familiale africaine qui permet aux éleveurs et aux bozos et aux cultivateurs de vivre ensemble sur des très petites exploitations agricoles de 3, 4, 5 hectares qui peut accommoder une douzaine de familles et d'en avoir autant qu'il y a de demandes. Donc finalement, l'élevage devient complémentaire de l'agriculture devient complémentaire de la pêche et ensemble, ils vont partager la même capacité de création de croissance économique. Nous l'avons testé, ça marche. Et si aujourd'hui, on nous permettait même d'aller faire simplement un programme de communication pour montrer ce que c'est et qu'ils adhèrent à ça, on peut résoudre pas mal de problèmes dus à la scarcité des ressources. D'accord, Serge. Moi, je suis persuadé qu'il faut 3 choses. Il y a l'urgent, le moyen terme et le long terme. L'urgent, c'est vraiment de faire taire les arbres. Et ça, c'est possible, on peut le faire. On peut le faire si les populations sont en confiance. Si les populations ont la confiance du gouvernement, la confiance, ça c'est très important. La deuxième chose, c'est que vous avez des gens qui sont radicalisés. Il faut les déradicaliser. Si vous voulez les déradicaliser, il faut les démobiliser. Donc forcément, travailler avec des personnes ressources qui sont sur le terrain, qui ne demandent qu'à être aidées. Ensuite, ce qui me paraît fondamental, c'est le développement. Il faut repenser le développement dans ces zones-là. Je suis persuadé que les problèmes sont des problèmes transversaux, qu'il faut des solutions transversales et qu'il faut par exemple arrêter de dire on a acheté un hélicoptère, on a acheté 2 hélicoptères. Si aujourd'hui au Mali on doit acheter des hélicoptères, il faut interroger le voisin parce que le voisin aura besoin des hélicoptères. Pour que le voisin n'accepte pas les hélicoptères, mais qu'il accepte plutôt des chars. Parce que ce que vous achetez dans cette partie pour lutter contre le terrorisme, ça appartient à tout le monde. Donc repenser le développement transversal, ça me semble important. Mais surtout, j'insiste là-dessus, la bonne gouvernance. Quand les citoyens sont persuadés qu'ils sont bien gouvernés et qu'il n'y a pas de corruption, qu'il y a une bonne gouvernance, qu'il y a un développement local, vous avez moins de terrorisme, vous avez moins
d'injustice. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, chercheur au Centre Sénin, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Dakar. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Djire, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.